Message de sécurité publique, l'alerte d'urgence est arrivée mardi soir à 23h47. Mon téléphone vibrait si fort contre la table de chevet que je me suis réveillé, pensant que quelqu'un m'appelait. Mais au lieu d'un appel, une notification occupait la moitié de l'écran, message DE sécurité publique, les habitants qui ressentent un engourdissement, des mouvements involontaires, des troubles du sommeil ou un comportement inhabituel et répétitif doivent rester à l'intérieur et attendre de nouvelles instructions. Ne fixez pas les membres affectés. J'ai relu le message 2 fois avant d'en faire une capture d'écran et de l'envoyer dans la conversation familiale. Papa a été le premier à répondre. C'est quoi, cette alerte? Quelques secondes plus tard, maman a envoyé un emoji qui riait. Ils étaient tous les deux en bas en train de regarder la télévision, alors je me suis levé du lit et je suis allé leur montrer le message, même si, évidemment, ils avaient reçu exactement la même notification. Papa se tenait dans la cuisine, son téléphone dans une main, tandis que maman était assise sous une couverture au bord du canapé. Quelqu'un a piraté le système d'alerte d'urgence, a dit papa. D'ici demain matin, ils présenteront des excuses. Pourquoi est-ce que ça demanderait aux gens de ne pas fixer leurs membres? Ai-je demandé? Il a regardé le message à nouveau. Peut-être que tout le monde est sur le point de se révolter. Maman a ri et a tendu la main vers le paquet de biscuits posé sur la table basse. Le mien l'a déjà fait. Papa lui a dit de ne pas encourager ce genre de comportement. Nous avons encore plaisanté à ce sujet pendant 1 minute, mais les informations ne disaient rien au sujet de l'alerte. Sur Internet, les gens publiaient des captures d'écran et plaisantaient de la même manière. Certains affirmaient que le message n'avait été reçu que dans certains quartiers de la ville, tandis que d'autres supposaient qu'il était probablement destiné à un hôpital et qu'il s'était retrouvé d'une manière ou d'une autre diffusé au grand public par erreur. Dehors, il n'y avait pas de sirène. Pas de voiture de police. Rien qui puisse indiquer une véritable situation d'urgence. Vers 1h moins demie, j'ai cessé d'y penser. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais 3 appels manqués de mon ami Dany et plus de 20 messages non lus. Je n'ai pas pris la peine de les consulter tout de suite, car j'entendais les informations en bas beaucoup plus fort que d'habitude. Quand je suis arrivé à la dernière marche de l'escalier, le présentateur expliquait justement que les services d'urgence enquêtaient sur des signalements concernant un possible trouble neurologique. Maman et papa étaient assis ensemble sur le canapé, fixant silencieusement la télévision. La journaliste se tenait devant un hôpital, entouré d'ambulances. Elle expliquait que, pendant la nuit, des centaines de personnes avaient été hospitalisées après avoir ressenti des engourdissements, des spasmes musculaires et une perte temporaire du contrôle d'un ou plusieurs membres. Selon les autorités, cet état commençait généralement par la main ou l'avant-bras, puis se propageait au reste du corps. Une vidéo apparut à côté d'elle, montrant 2 ambulanciers accompagnant un homme vers une ambulance. Il avait l'air effrayé, mais semblait globalement aller bien jusqu'à ce que son bras droit parte soudainement en arrière et attrape l'un des secouristes par son bouclier de protection. L'homme se mit immédiatement à s'excuser. « Ce n'était pas moi », répétait-il. « Je n'ai pas fait ça ». L'enregistrement s'arrêta avant même que l'ambulancier ne parvienne à se libérer. La journaliste poursuivit en expliquant que les victimes restaient conscientes pendant ces crises. Dans les cas les plus graves, l'état pouvait affecter l'équilibre, la parole et les mouvements volontaires. Bien que les autorités aient insisté sur le fait que les symptômes étaient temporaires et que des équipes spécialisées étaient déjà envoyées dans les zones touchées, je crois que ce n'était pas une blague, ai-je dit. Aucun de mes parents ne répondit. La main droite de papa reposait sur son genou, s'ouvrant et se refermant selon un rythme régulier. Ses doigts formaient lentement un point, puis se détendaient, avant de se resserrer à nouveau quelques instants plus tard. Cela ne ressemblait pas à une habitude nerveuse. Le mouvement était trop précis et répétitif, presque comme si sa main vérifiait le fonctionnement de chaque doigt séparément. « Papa !» Le mouvement s'arrêta brusquement. Il baissa les yeux et frotta sa paume contre son jean. Entre les jambes, maman tenait une tasse dans une main et remuait son thé avec une petite cuillère, alors qu'il n'y avait rien à l'intérieur. La cuillère raclait la céramique, produisant un son aigu et agaçant. « Il n'y a rien dans ta tasse », ai-je dit, déconcertée. Elle baissa les yeux, comme si elle venait seulement de s'en rendre compte. Pendant un instant, le mouvement s'arrêta, puis sa main recommença à bouger. « Maman, je sais », dit-elle d'une voix tendue. Le journaliste avertissait les téléspectateurs d'éviter les déplacements inutiles. 1 seconde plus tard, maman répéta « Éviter les déplacements inutiles », elle l'avait dit avec le même rythme que le journaliste, mais plus doucement. Papa se tourna vers elle. Maman le regarda, puis ils se retournèrent tous les deux vers moi en même temps. Le mouvement était si brusque et si synchronisé que je reculai instinctivement. « Quoi ?» demanda maman. « Rien ». La main de papa recommença à s'ouvrir et à se refermer. Je leur demandai si l'un d'eux ressentait des engourdissements.
mais ils répondirent tous les deux, non. Ils l'avaient dit en même temps, le mot sortant de leur bouche exactement au même instant. Papa se mit ensuite à rire, mais ce rire sonnait faux, comme s'il s'était forcé à le faire. Tout cela me mettait mal à l'aise, alors je leur dis que j'allais monter pour vérifier mes messages. Danny m'avait envoyé plusieurs vidéos. Dans la première, on voyait une femme assise sur le sol de sa cuisine, tandis que sa main gauche se tendait encore et encore vers la porte d'entrée. De l'autre main, elle serrait fermement son poignet et essayait de toutes ses forces de la retenir, mais chaque fois qu'elle relâchait son étreinte, sa main revenait vers la serrure. La personne qui filmait lui répétait constamment de ne pas retenir sa main. La vidéo suivante avait déjà été supprimée lorsque j'ai essayé de l'ouvrir. La troisième montrait un homme assis devant un ordinateur portable, en train d'écrire quelque chose avec sa main sans même regarder l'écran. Il pleurait et insistait sur le fait qu'il ne la contrôlait pas. Sa main remplissait la page avec les mêmes mots encore et encore, laissez-les entrer. Dans le dernier message, Danny a écrit que son frère avait lui aussi commencé à faire ça. Avec une main, il avait ouvert la porte arrière, tandis qu'avec l'autre, il essayait de la refermer. Je l'ai appelé, mais l'appel est immédiatement passé sur sa messagerie vocale. Sur le site officiel du gouvernement, cela était décrit comme une affection neuromusculaire temporaire. Il était indiqué que les symptômes commençaient généralement par un seul membre et pouvaient ensuite affecter la parole, l'équilibre et les mouvements. Les personnes touchées pouvaient traverser de courtes périodes durant lesquelles elles étaient incapables de contrôler une partie de leur corps, mais les pertes de conscience étaient rares. Il était également précisé qu'il n'existait aucune preuve d'une transmission du virus d'une personne à une autre. Les publications sur les réseaux sociaux étaient beaucoup moins rassurantes. Les gens affirmaient que ces épisodes devenaient plus longs à mesure que la maladie progressait. Au début, la main ne pouvait bouger que pendant quelques secondes. Plus tard, tout le membre pouvait agir de lui-même. Puis les gens commençaient à répéter des paroles qu'ils avaient entendues, à parler d'une voix inhabituelle ou à marcher quelque part sans but précis. La plupart d'entre eux restaient conscients pendant toute la durée des épisodes. Dans une autre publication, quelqu'un décrivait cela comme un parasite, bien qu'il semblait que personne ne sache d'où venait cette information. Selon cette publication, il pénétrait dans le système nerveux et se propageait lentement, utilisant le corps par courtes impulsions tandis qu'il apprenait comment tout fonctionnait. Plus il devenait fort, plus ces périodes duraient longtemps. Finalement, la personne sous son influence ne reprenait le contrôle que pendant quelques secondes. Presque toujours, cela commençait par la main non dominante. Je suis droitier, ma main gauche reposait près de mon ordinateur portable tandis que je faisais défiler les publications et les articles. J'ai essayé de la lever, rien ne s'est produit, je sentais chacun de mes doigts fermement appuyés contre le bureau. Il n'y avait ni engourdissement ni douleur. Ma main refusait simplement de m'obéir. Avant que je n'aie vraiment le temps de paniquer, ma main commença à bouger toute seule. Elle glissa sur le pavé tactile, déplaça le curseur vers le coin de l'écran et ferma le navigateur. Je la fixai. Quelques secondes plus tard, le contrôle revint si brusquement que je retirai ma main d'un coup et la cognai contre le bord du bureau. Je pliai mes doigts, levai ma main et la fis tourner plusieurs fois. Tout semblait à nouveau normal. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un simple spasme. J'étais assis dans une position inconfortable et, après avoir regardé ces vidéos, j'avais simplement commencé à chercher des symptômes chez moi. Puis j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai réalisé que mon historique de recherche avait lui aussi été effacé. Un fourgon blanc s'est arrêté dans la rue. Il ne portait aucun signe distinctif, à l'exception d'un petit symbole bleu près des portes arrière. 3 personnes en combinaison de protection blanche et portant des écrans faciaux transparents en sont sorties. Puis elles se sont dirigées à pied vers la maison d'en face. Aussi loin que je me souvienne, Monsieur et Madame Ellis vivaient là. Monsieur Ellis a ouvert la porte, tandis que sa femme se tenait derrière lui, serrant fermement l'un de ses bras contre elle, même depuis ma fenêtre. Je pouvais voir son bras se tordre et se tendre vers les agents. Elle continuait à le tirer en arrière, mais chaque fois qu'elle y parvenait, son bras se tendait de nouveau vers l'avant. Les agents l'ont maîtrisée et ont commencé à la conduire vers le fourgon. Madame Ellis criait qu'elle était toujours elle-même et que seul le fourgon contrôlait son bras. Au début, sa voix semblait confuse, comme si elle essayait d'expliquer un incident étrange, mais lorsqu'ils ont ouvert les portes arrière et qu'elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, elle s'est mise à hurler. Il y avait déjà des gens dans le fourgon. Certains étaient assis en silence. D'autres étaient attachés à leur siège. Un homme avait collé son visage contre l'espace entre les sièges et criait qu'il pourrait prouver qu'il était toujours conscient si on lui posait seulement quelques questions. Son corps était secoué par les sangles, mais sa voix semblait parfaitement normale. Le bras gauche de Madame Ellis se tendit vers l'agent le plus proche, tandis que le reste de son corps se courbait dans la direction opposée. « Je ne vais pas faire ça », criait-elle. « S'il vous plaît, je ne vais pas faire ça »,
les portes se refermèrent derrière elle. J'entendis frapper à la porte et je m'éloignai brusquement de la fenêtre. « Ouvre la porte », dit papa, sa voix semblait normale, « nous devons parler », je m'approchai, mais je laissai la porte verrouillée. « Est-ce que ça va ?» Bien sûr que oui. Quelque part derrière lui, maman répéta, « Bien sûr que oui », elle l'avait dit exactement sur le même ton. Papa resta silencieux pendant quelques secondes avant de baisser la voix, il vérifie les maisons. « Nous devons leur parler de ta mère. » Et maman, un silence suivit, puis maman dit, « Et maman ?» J'entendis à nouveau la petite cuillère racler contre la tasse vide. J'ai dit à papa que lui aussi se comportait bizarrement. Quelques secondes plus tard, ils s'éloignèrent de la porte. Leurs pas résonnèrent dans le couloir avec le même rythme régulier. Une autre vidéo apparut sur Internet. Elle avait été filmée à l'intérieur de l'un des fourgons, une femme chuchotait quelque chose dans son téléphone tandis que des gens pleuraient autour d'elle. Elle expliquait que les équipes médicales ne conduisaient pas tout le monde à l'hôpital. Les personnes infectées étaient séparées selon le stade d'évolution de leur état. Certains pouvaient encore résister. Certains perdaient le contrôle pendant plusieurs minutes. D'autres, semblait-il, ne reprenaient le contrôle que pendant quelques secondes. La femme tourna la caméra vers un adolescent assis en face d'elle. Il avait l'air calme, les deux mains posées sur ses genoux. « Il est arrivé avec sa famille », murmura la femme. « On dit qu'il a réussi le premier test. » Le garçon regardait directement la caméra, sa main gauche leva un doigt jusqu'à ses lèvres, demandant le silence, tandis que le reste de son corps demeurait parfaitement immobile. La vidéo s'arrêta là. En haut de la page apparut un avertissement gouvernemental indiquant que des affirmations non vérifiées concernant des infections parasitaires et une perte permanente de contrôle circulaient sur Internet. Les gens étaient invités à se fier aux recommandations officielles et à coopérer avec le personnel médical. Ma main gauche commença à se diriger vers l'ordinateur portable, j'attrapai son poignet avec ma main droite, mes doigts tremblèrent sous mon contact, cherchant à atteindre le clavier. Je la maintenais, en me souvenant de l'avertissement disant de ne pas immobiliser les membres affectés, je supposais que c'était uniquement pour empêcher les gens de se blesser, mais maintenant je commençais à me demander s'il n'y avait pas une autre raison derrière cela. Pendant quelques secondes, ma main lutta contre moi. Puis elle s'arrêta, le contrôle revint, mais seulement après que la page eut disparu de l'écran. Quelqu'un frappa à la porte d'entrée, en bas, assistance médicale. Dit une voix. Nous effectuons une vérification des foyers, maman répondit immédiatement, j'arrive, je sortis en courant de ma chambre. Papa se tenait dans le couloir, la main droite posée sur la serrure. Maman était à côté de lui, sans quitter la porte des yeux. Ses lèvres bougeaient silencieusement, répétant les mêmes mots que la personne à l'extérieur. Je leur dis de ne pas ouvrir, papa me regarda, nous devons le faire, non. Nous ne voulons pas, ils aident les gens, maman répéta cette phrase un instant plus tard d'une voix plate et indifférente. La main de papa tourna la serrure, et son expression changea immédiatement. Il regarda ses propres doigts, comme s'il venait seulement de comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Non, murmura-t-il, sa main ouvrit la porte, et les agents entrèrent rapidement, papa essaya de reculer, mais sa main se tendit vers l'un d'eux. La main gauche de maman s'agrippa à la manche d'un agent, tandis que le reste de son corps se penchait brusquement en arrière, manquant de la faire tomber. Elle regardait ses propres doigts avec horreur. « Ce n'est pas moi qui fais ça », dit-elle, l'un des agents vaporisa quelque chose sur son poignet. Sa main s'affaiblit, et ils avancèrent avant qu'un de mes parents ne puisse à nouveau résister. Papa criait qu'il allait parfaitement bien et exigeait qu'on lui pose des questions. Maman n'arrêtait pas de me répéter qu'elle était toujours elle-même, mais au milieu d'une phrase, sa voix changea. « Je suis toujours moi-même », répéta-t-elle. « Je suis toujours moi-même. Je suis toujours moi-même », les mots sonnaient exactement pareil à chaque fois, avec le même ton, même lorsque des larmes coulaient sur son visage. Puis, tout aussi brusquement, elle sembla reprendre le contrôle. « S'il te plaît », cria-t-elle. « Ne les laisse pas t'emmener toi aussi », les agents les emmenèrent dehors, je restai près de l'escalier, ma main gauche cachée dans la poche de mon sweat à capuche. Une agente resta pour me parler. Elle portait un écran facial transparent, et je ne pouvais vraiment distinguer que ses yeux. « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison ?» demanda-t-elle. Je lui répondis, « Non. » « Avez-vous ressenti des symptômes ?» Ma main resta parfaitement immobile dans ma poche. « Non. » « Des engourdissements ou des mouvements involontaires ?» « Non. » « Des difficultés à parler ou le fait de répéter des phrases sans en avoir conscience ?» « Non. » Elle m'observa pendant quelques secondes. Puis me demanda de lui montrer mes deux mains. Je sortis d'abord ma main droite. Puis je sortis lentement ma main gauche. Je m'attendais à ce qu'elle se dirige toute seule quelque part. Je m'attendais à ce que mes doigts se crispent, qu'ils tremblent,
ou que ma main me trahisse d'une manière évidente. Mais rien ne se produisit, elle pendait simplement le long de mon corps, elle me demanda de retourner mes paumes, d'écarter mes doigts et de toucher mon pouce avec chacun d'eux, l'un après l'autre. Mes deux mains obéirent parfaitement, les épaules de la jante se détendirent, elle vérifia mes pupilles et me posa encore quelques questions. Je répondis à chacune d'elles sans la moindre hésitation. Dehors, mes parents étaient chargés dans le fourgon, maman me vit à travers les portes ouvertes et cria de ne pas les laisser m'emmener. Sa main frappa le côté du véhicule alors qu'elle essayait de s'en éloigner. L'agente me dit que je semblais indemne. « Vous devez rester chez vous pour le moment », dit-elle. Les habitants sans symptômes pourront être déplacés plus tard dans la journée, pendant que la zone sera nettoyée. Je lui demandai où nous serions emmenés, dans un centre de sécurité temporaire. J'ouvris la bouche pour lui dire la vérité, mais ma main gauche enfonça ses ongles dans ma paume avant même que les mots ne puissent sortir de ma gorge. Après le départ de l'agente, je verrouillai la porte derrière elle et restai seul dans le couloir. Ma main gauche resta parfaitement immobile, même après que le fourgon eut quitté la rue avec mes parents à l'intérieur. Cela m'effraya plus que tout ce qui s'était passé jusque-là. Peu après, une nouvelle notification apparut sur mon téléphone, message d'évacuation, les habitants sans symptômes doivent préparer un petit sac et attendre un transport autorisé. Ne quittez pas vos biens avant d'avoir reçu de nouvelles instructions. À peine avais-je lu ces mots que ma main prit entièrement le contrôle, elle sortit mon sac à dos et y plaça un chargeur, une chemise propre et une brosse à dents. Lorsque j'ai vu les agents avancer plus loin dans la rue, elle souleva mon manteau. Mais dès qu'ils revinrent vers moi, elle se figea de nouveau, avant de me laisser monter dans le bus, ils me contrôlèrent une nouvelle fois. Je marchais en ligne droite, exécutais quelques instructions simples et gardais mes deux mains devant moi pendant qu'ils observaient mes mouvements. Mon corps obéissait parfaitement, environ 30 personnes se rendaient avec moi au centre de sécurité, et chacune d'entre elles passa les mêmes contrôles. On nous emmena dans une école à l'autre bout de la ville et on nous donna des bracelets verts avant de nous installer sur des lits dans la salle de spectacle. C'était hier. Depuis, j'écris ceci par fragments, parce que je voulais que quelqu'un sache, mes parents étaient encore conscients lorsqu'on les a emmenés. Même lorsque leur corps bougeait sans leur contrôle, ils étaient toujours là, à l'intérieur. Je pensais que mon infection était plus faible parce qu'elle ne me contrôlait que pendant quelques secondes. Maintenant, je comprends qu'elle faisait simplement preuve de prudence, elle savait quand l'agente me contrôlait, et elle a préparé mon sac parce qu'elle voulait que je vienne ici. Dans la salle de spectacle, il y a des centaines de personnes. Elles portent toutes des bracelets verts. La femme à côté de moi tape 4 fois sur le cadre de son lit, s'arrête, puis recommence. L'homme à côté d'elle a commencé à imiter ses mouvements, et maintenant j'entends le même tapotement de l'autre côté de la salle. Chaque fois qu'un agent passe à côté de nous, cela s'arrête. Il y a quelques instants, une annonce a retenti dans les haut-parleurs, disant que le centre était placé sous surveillance. La femme près de la porte l'a répété avec exactement la même voix. Puis l'homme derrière elle a fait pareil. Maintenant, encore plus de personnes sont assises. Tournée vers la porte, ma main gauche a cessé d'essayer de fermer cette page. À présent, elle repose simplement, calmement, à côté du clavier. Je pensais qu'il s'était caché parce qu'il avait peur d'être découvert. Je me trompais. Il savait qu'on amenait ici tous ceux qui étaient encore considérés comme non infectés.